Qu'est-ce qu'il se passe au Sénégal? Le Sénégal a une géographie très particulière. D'abord, il fait face au Brésil, et c'est bien pour ça qu'il a été une plateforme très importante dans la traite négrière durant le commerce triangulaire. Et c'est aussi pour ça que le Sénégal a compté des comptoirs portugais, avec notamment Rio Fresco, qui allait devenir Rufisque, qui plus tard allait être un haut lieu de la culture d'arachide, elle aussi très importante dans l'histoire coloniale du Sénégal. Vous aviez même une marque de pâte d'arachide qui s'appelait la Rufisquoise. Si on veut comprendre le Sénégal, peut-être qu'il faut revenir complètement en arrière. Peut-être qu'il faut revenir par exemple au traité de Tordesillas, la période où les puissances européennes, et en particulier l'Espagne et le Portugal, vont diviser le monde en deux avec l'accord du pape, à savoir donc le Brésil parlera portugais, mais aussi ce qui va devenir l'Angola. Et les Portugais, avec notamment Henri le Navigateur, avaient lancé un grand programme d'exploration, avaient pratiqué la circumnavigation de l'Afrique pour aller jusqu'en Inde où les épices étaient si chères. Et puis les Espagnols, avec Christophe Colomb, étaient partis dans l'autre sens, en espérant, en sous-estimant la taille de la planète Terre, étaient partis vers ce qui allait devenir l'Amérique, en référence à Amerigo Vespucci. Et donc, dans cette période, le Sénégal va connaître des comptoirs portugais. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le Sénégal soit lié à la destinée de la France et inversement. Vous savez, par exemple, De Gaulle a failli se suicider au large de Dakar pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a échoué à prendre le contrôle du Sénégal, de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Donc un pays où Charles de Gaulle, l'un des plus grands des Français, si ce n'est le plus grand des Français, selon moi devant Napoléon, a failli se suicider. C'est forcément un pays qui a un lien profond avec l'histoire de la France et avec son destin. Et en fait, c'est ça le problème fondamental auquel on assiste en ce moment au Sénégal. C'est que le Sénégal a un dirigeant dirigé. Et ça, c'est le problème général de la France-Afrique. Même si aujourd'hui la France-Afrique est en train de se perdre. D'abord, on a des pays qui se sont ouvertement rebellés contre elle, et le Mali est le meilleur exemple de cela. La France avait soutenu un coup d'État dans le pays, notamment pour empêcher le brillantissime Chir Modibo Diarra d'être élu démocratiquement dans ce pays. Mais ensuite, eh bien, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et aujourd'hui, le Mali répète et enchaîne les pieds de nez à la France, notamment aux Nations Unies, et surtout se rapproche de la Russie. Ça, c'est le truc le plus grave, avec notamment le groupe Wagner qui a fait des étincelles en Ukraine et qui aujourd'hui est en train de bouffer la France-Afrique petit bout par petit bout. Et ça, évidemment, c'est un problème pour la géopolitique française. Mais Macky Sall, par contre, il a été formé en France, à l'Institut français du pétrole, ça ne s'invente pas. Et il est bien sûr perçu comme un mini-Macron. Et c'est le problème typique des dirigeants dirigés. Il ne peut pas dire à son peuple qu'il est dirigé, son peuple qui voit le Mali prendre son envol, son peuple qui voit certains pays d'Afrique s'éloigner d'une certaine tutelle occidentale. Et pourtant, bien, les dirigeants dirigés ont aussi ceci, qu'ils sont très fermes avec leur peuple et qu'ils ne peuvent donc pas avouer leur faiblesse à l'international, à savoir que oui, ils sont dirigés. Et ça remonte, ça, vous savez par exemple Faidherbe qui avait carrément créé l'école des otages. Donc c'était comme la romanisation, en fait. Vous aviez une école pour les chefs africains, pour les gens influents en Afrique, et cette école était là pour franciser, non plus romaniser, mais c'est le fonctionnement naturel d'un empire, fondamentalement. Or, Macky Sall fait partie de cela, et quand vous êtes le leader d'un peuple fédéré dans la romanisation, eh bien vous avez deux choix. Soit vous allez accepter la romanisation, soit vous allez tenter une roi Arthur, ou plutôt pour des personnages plus connus historiquement et plus vérifiés, une Attila ou une Arminius. Attila a été formé à Rome, a été romanisé, mais il s'est retourné contre Rome. Arminius, qui allait donner Hermann, et qui a infligé une défaite cuisante à l'Empire romain avec la bataille de Teutobourg, où même Auguste, le plus grand empereur de l'histoire de Rome, a pleuré pendant plusieurs jours en disant « Rends-moi mes légions !» Eh bien Arminius avait été romanisé et s'est retourné contre Rome. Macky Sall n'a absolument aucune intention de faire cela parce qu'il sait, et il n'a pas suffisamment travaillé à cela, il n'a pas suffisamment envisagé cela, mais ce n'était pas dans ses intentions, tout simplement. Comme ce n'était
moins, ou peut-être jamais dans les intentions de son prédécesseur et mentor en quelque sorte, à savoir Abdoulaye Wade, même si Abdoulaye Wade avait tout de même fait construire un monument à la Renaissance africaine, notamment par des ingénieurs et artistes nord-coréens, ça ne s'invente pas, et quand vous voulez envoyer le signal que vous pourriez peut-être prendre le large vis-à-vis de l'empire colonial français, eh bien c'est vrai que faire ériger une statue géante par des nord-coréens, ça peut là aussi se poser bien au milieu du rapport diplomatique franco-africain. Gbagbo a essayé, mais Gbagbo a été éliminé et bien sûr remplacé par Alassane Ouattara, dont je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy en personne qui a annoncé qu'il était, selon lui, le seul président légitime en Côte d'Ivoire. Alors voilà ce qui se passe au Sénégal. On a le Mali, qui s'est éloigné de la France-Afrique et qui enchaîne donc les pieds de nez. Et puis on a Macky Sall au Sénégal qui est vraiment perçu comme un mini Macron. Et le problème c'est que Macron n'est pas populaire, pas seulement en France, aussi énormément en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, mais d'ailleurs aussi en Afrique du Nord. Rappelons que le Maroc, qui est tout de même un allié assez traditionnel de la France, avait affirmé très officiellement que les relations avec la France n'étaient ni bonnes ni cordiales. Ça, c'était absolument cash. Et le Maroc est un allié absolument naturel du Sénégal. Donc lui aussi regarde avec attention ce qui est en train de se dérouler dans ce territoire si crucial, en fait. Rappelez-vous que dans l'histoire même de la colonisation africaine, il y avait eu déjà 2 chocs de titans, à savoir la France qui voulait une voie de chemin de fer de Dakar jusqu'à Djibouti, donc d'ouest en est, et l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui voulait une voie de chemin de fer du Cap jusqu'au Caire. On se rappelle de cette célèbre illustration dans le magazine Punch, où on voit Cecil Rhodes, dont la Rhodésie a porté le nom et qui a même inspiré un des personnages de Picsou, je crois que c'était Gripsou en français. Dans la vallée du Transvaal, et on voit Cecil Rhodes comme ça en train de tisser cette voie de chemin de fer du Cap au Caire. Et le clash des 2 projets de chemin de fer a eu lieu à Fashoda, où finalement la France s'est couchée parce qu'elle sortait de la défaite de 1870 et qu'elle n'envisageait pas d'embrayer sur une bataille avec l'Angleterre. Donc déjà, le Sénégal était absolument crucial parce qu'il indiquait la direction vers le Brésil et le point final ou initial, selon comment on voit les choses, d'une voie de chemin de fer de Dakar à Djibouti. Ensuite, avec l'aéropostale, vous aviez eu un arrêt important pour Saint-Exupéry, et puis Jean Mermoz, c'était Casablanca-Dakar, et même ensuite la ligne directe Toulouse-Saint-Louis, où il y a encore le pont Faidherbe, et la statue d'ailleurs de Faidherbe qui a été déboulonnée par certains blogueurs courageux sur place. Vous savez, moi-même je ne suis totalement contre la cancel culture, mais là pour le coup, au Sénégal, c'était logique. On va tout de même pas célébrer quelqu'un qui avait érigé cette école des otages, entre autres nombreuses choses.